Il est vrai quand on parle de la Mercedes W15, sur le papier c'est de la pure merde. Sauf qu'on n'a pas du tout la même définition de pure merde. Bonjour, bonsoir, mes salutations, bienvenue. Nous sommes virtuellement sur le circuit Paul Ricard car vu l'argent sur mon compte en banque qui est de 2,50€, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, nous allons essayer de comprendre le comportement de la Mercedes W15. Dites-vous que cette voiture, même compliquée, est tellement meilleure que la W14. La W14 en théorie, c'est la Formule 1 la plus impressionnante. Il y a juste à voir son design et ses pontons qui sont juste inexistants, où littéralement on a l'impression qu'elle va te manger. Elle a littéralement le look d'une fusée. Sauf que malheureusement, la fusée s'est écrasée. À l'entrée des courbes rapides, l'arrière de la voiture donne de légers signes de vivacité. C'est comme si on avait l'impression que l'arrière voulait littéralement disparaître. Je me rappelle que les pilotes se plaignaient que la W14 pouvait leur mordre à chaque virage, tant elle était imprévisible à la limite. Et c'était ça les deux gros problèmes de la voiture. À la fois son imprévisibilité, mais aussi son instabilité chronique. Alors bien évidemment, ils ont essayé de corriger ce problème avec le nouveau package à Monaco, qui a fuité au bout de 5 minutes car nous avions l'intégralité de la voiture sous tous les angles. Mais vous connaissez, c'est encore une fois un détail de l'histoire. Ce package ne donnera pas du tout satisfaction. Alors oui, ils ont décroché une pole position surprise en Hongrie. Mais même le tour de la pole d'Hamilton, tu le vois que la voiture, elle glisse de l'arrière, elle tourne pas, enfin bref, ce n'est pas du tout un tour de la pole clean. Oui, on peut le dire, on peut parler de culot. Car c'est le mec qui crache littéralement une voiture toutes les 5 minutes qui a le culot de critiquer un septuple champion du monde de Formule 1. Non mais tout va bien quoi, un peu de culot quoi. Que ce soit contre la Ferrari ou la Red Bull qui a littéralement mangé la concurrence, elle ne faisait pas le poids. Ils étaient résignés à attendre des faits de course pour espérer de faire une victoire. Notamment Grand Prix de Singapour où les Red Bull n'étaient pas présentes. Bon, Pérez, on va dire que c'est normal parce que Pérez il est jamais là, mais bon, c'est un détail de l'histoire encore. Mais surtout c'est que les Mercedes, grâce à une stratégie agressive, étaient à la lutte pour aller chercher la victoire à Sainz. Bon, sauf pour Russell qui ira s'empresser d'aller se fracasser contre le mur. Même si elle ne marchait pas cette voiture, c'est littéralement une Formule 1 du futur. Mais sur le bitume, c'est une diva qui est un peu capricieuse. Et je n'ai même pas envie de parler du moteur à l'arrière qui est un V6 turbo hybride où j'en ai littéralement marre d'entendre à chaque fois la même symphonie. Vraiment, ça me saoule. Ce moteur me donne littéralement envie de m'arracher les cheveux. Déjà, j'en ai pas beaucoup, mais alors là, quand même, il n'y en aura plus. Si on peut résumer la voiture, tu freines, tu n'as pas confiance, tu accélères, l'arrière te dit salut, je glisse. Tu passes une course entière à essayer de corriger les erreurs que la voiture a provoquées. Attention, ça reste quand même une Formule 1. Le but d'une Formule 1, c'est de t'arracher les organes et le bitume. Et c'est littéralement plus rapide qu'une Renault Twingo. Mais cette voiture ne plaît pas du tout aux pilotes. Et quand tu as Russell et Hamilton qui n'aiment pas la voiture, je crois honnêtement que personne d'autre aimera la voiture. Et du coup, Mike Elliott, le chef aéro et le créateur quelque part de la Mercedes, c'est ciao. Alors le résumé qu'à cela, c'est un peu méchant et surtout c'est faire un immense raccourci. Alors oui, Mike Elliott a contribué à la création de la W13 et W14, des voitures qui ont fait reculer Mercedes. Mais le bougre est quand même dans la maison depuis 2012 et a donc contribué aux engins qui ont dominé le sport. Des Allemands qui dominent le monde grâce à des engins. Ah non, mauvais souvenir pour le grand-père là. Non, mauvais souvenir. Mais le piège dans lequel Mercedes est tombé pour ces voitures est qu'ils ont fait confiance aveuglement à leurs outils de simulation. Ces mêmes outils qui ont permis d'écrire l'histoire, mais avec les changements de 2022, leur propre arme s'est retournée contre eux. Pour essayer de corriger la voiture, ils vont nous sortir la Mercedes W15. Déjà, la première chose qui change et qui va plaire à Hamilton, c'est l'assise, où Mercedes ont enfin écouté leurs pilotes. Tu as moins l'impression d'être un porte-bagages avec des bras. Et surtout, le train arrière a pris un Lex 2000 et pas qu'un. J'arrive dans le premier virage qui est appuyé au double bossé, et honnêtement, la magie, elle opère littéralement. La voiture freine droit, pas de plongeon particulier, pas de saucisse de vibreur qui la dégomme, tout va bien, elle est stable et ce qui change radicalement la vie. Car depuis 2022 quand même, nous avons eu droit à des barquettes roulantes. Alors des barquettes roulantes, toute proportion gardée quand même. Avec cette voiture, tu réaccélères, ça passe. Tu peux poser la puissance, les 1000 chevaux, ils t'emmènent littéralement dans un autre cieux et ils ne te frappent pas comme la W14. On est passé d'un veau énervé, donc ça c'est moi, à un pur sang qui s'est galopé. Et ça fait totalement la différence. Surtout pour notre chouchou Lewis Hamilton qui a besoin d'un train arrière scotché au sol vu qu'il a connu l'ivresse de l'appui avec la Mercedes W11. Mais la question à $1 million, pourquoi ça marche mieux? Car dire oui ça marche, c'est cool, mais pourquoi? Eh bien déjà, nous avons droit à un nouveau fond plat avec plus d'appui, sans les rebonds caractéristiques de la W13 et W14. Les pontons ont été redessinés pour qu'enfin le flux d'air il aille au bon endroit. Car je vous rappelle quand même que le problème de la W13, c'est qu'elle avait trop de flux d'air et qu'après ça partait en cacahuète. Et une position de conduite reculée où on a un vrai feeling sur l'arrière. Rappelez-vous de ce que disait Niki Lauda, qu'une voiture se
se piloter avec le popotin. La pièce qui a absolument tout changé, c'est le nouvel aileron avant qui a quelque part mis vie à la voiture au Canada. Avec ce Grand Prix, on était dans la même lignée des voitures précédentes sur les résultats. Ça fonctionne, ils sont pas non plus largués, mais pour faire des victoires et jouer la pole position, ils sont encore très loin. Car oui, le comportement était meilleur en début de saison, mais ce n'est pas pour autant que cela va nous faire gagner. Par exemple, Alpine en 2023. Et oui, j'ai réussi à parler d'Alpine alors que je parle de Mercedes. Mais désolé, il va falloir que j'envoie la sauce. Rappelez-vous d'Esteban Ocon, en début de saison, il était très confiant sur l'A523 en disant même que c'était une bomba atomica. Pourtant, la performance d'Alpine n'a pas suivi derrière. On a assisté à la première descente aux enfers d'Alpine. Le comportement, c'est bien, aller plus vite, c'est mieux. Ensuite, il faut quand même trouver un entre-deux entre la vitesse pure et le comportement qui te fait plaisir. Encore une fois, Mercedes, ils avaient en simulation une voiture très performante, mais pour pouvoir l'exploiter, un peu compliqué. Et si vous voulez une preuve que la W15, malgré ses défauts, peut briller, nous avons droit à Las Vegas. La nuit, le vent et les deux Mercedes devant. Oui, pour la rime, je suis très fier. Hamilton revient du fond et remonte petit à petit. Il nous fait une remontada, mais revient un peu trop tard pour se battre pour la victoire. Quand tu pilotes la W15 et la W14, tu comprends absolument tout. La W14, c'est une claque à chaque virage. Alors que la W15, c'est une tape dans le dos. Elle n'est pas parfaite, mais elle veut t'aider. Comparé à l'autre, elle veut te tuer. Mais l'un des défauts de la voiture et ce qui a influé énormément leur résultat, c'est la température. Quand il faisait trop chaud, la voiture, elle était en grève. Les faiblesses de ses devancières sont revenues. Donc si on veut gagner avec la W15, c'est très simple. Il faut que tous les grands prix de Formule 1 se passent en hiver et au Groenland. Et là, on est sûr, on gagne. Pour vous montrer que ce problème de surchauffe n'est pas récent, on a par exemple le Grand Prix du Brésil 2023, où Hamilton essayait de survivre avec des pneumatiques qui ne faisaient que surchauffer. À tel point que je me posais la question, est-ce que ces pneus ne sont pas un four? Cette voiture a décroché 4 victoires en 2024, 2 pour Russell et 2 pour Hamilton. Merci au passage la disqualification à Spa. Mercedes cette année a bien rebondi, pas comme en 2022 où le rebond c'était littéralement. Avec au passage les petites cervicales de Hamilton qui tapaient dans le fond plat. Non, c'est pas agréable. Et si maintenant nous essayons de les comparer d'un point de vue chronométrique. Alors maintenant on va pouvoir les comparer et l'écrire avec ce magnifique tableau. Alors commençons par la W14 qui honnêtement était la voiture la plus dure à piloter. Donc on va commencer par la W14, donc la W14 celle de 2023 qui était vraiment instable. Honnêtement même pour un mode à ce Corsa, dans tous les cas je vous mettrai les modes dans la description car je suis quelqu'un de très sympathique. Mais honnêtement d'un point de vue comportement, elle est juste horrible. J'avais l'impression de piloter un VBCI. C'est le véhicule blindé de combat d'infanterie. Donc avoir l'impression de piloter ça alors que c'est une Formule 1, non effectivement c'est un peu compliqué. Elle a fait un temps en 1 minute, ce qui me rassure déjà parce que faire plus de 1 minute avec une Formule 1, ouais. Nous sommes en 38 et 5 dixièmes tout pile. 5 dixièmes tout pile. Donc une 38.5, honnêtement pour un tour circuit Paul Ricard, non c'est pas incroyable. Car pour rappel et surtout pour comparer, les Formule 1 de 2022, donc le dernier Grand Prix de France, elles ont fait la pole en 1 minute 30. Donc je me prends 8 secondes là. Déjà que je suis lent, mais en plus, ouais, ben là je suis vachement lent quand même. Je suis incompétent, ouais, je suis incompétent. Alors la W14, elle a fait un temps en 1 minute, c'est rassurant, 37, et attention, 444 dixièmes. Voilà, et là, elle a mis facilement plus d'une seconde, facilement 1 seconde dans ta mère, la gentille personne. La W14, t'es une merde, voilà, c'est nul ça. Non, on prend pas, on revend à la maison. Allez, c'est parti, moi je veux prendre des pains au chocolat là. Bon, maintenant, comment on va conclure cet épisode? Déjà, cette voiture, je suis désolé, même si elle était magnifique, que le noir est somptueux, elle n'était pas du tout rapide. Peut-être que la W15 était moins radicale, moins impressionnante, mais elle était vachement plus exploitable pour tous les pilotes. Même si elle garde encore une fois des défauts de ses prédécesseurs, mais clairement avec celle-là, j'ai eu moins peur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le référencement et pour être milliardaire, hein, c'est cool. Hein. Pour créer une écurie de Formule 1, il faut de l'argent. Cette vidéo était la partie 2 que j'ai sortie la semaine dernière, car je n'ai pas eu le temps de faire les deux en même temps. Pour les prochains épisodes, j'essaierai de faire les deux en même temps, assemblés ensemble, pour que ça soit tout simplement facile pour vous et simple. Faites attention à vous, buvez de l'eau, et puis voilà, et puis salutations, et puis à plus dans le bus, quoi, comme on dit.